Alors voilà, dans ma précédente lecture, j'ai lu Une bouche sans personne sur Oradour, donc j'ai commenté sur notre vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà publié, si j'ai déjà publié la vidéo. Donc voilà, je suis en train de lire ici, avec toutes mes sympathies, de Olivia de Lamberterie. Alors c'est sur une fille qui a perdu son frère, et ça me touche beaucoup dans la mesure où j'ai perdu aussi mon frère il y a un an. Donc ça me touche également beaucoup, voilà. Ensuite, ici on a Mélisse de Quérandal, Un monde à portée de main. Bon, ça c'est celle qui a écrit Réparer les vivants. Mais ici il s'agit de toute autre chose. Ce sont des gens. Alors j'ai commencé, j'ai lu un ou deux chapitres, j'ai lu le début jusqu'à la page 33. Donc ce sont des trois amis qui sont dans une, donc deux filles, je crois, un garçon, qui sont dans le cas Paola, je ne sais plus les prénoms. J'ai déjà lu il y a une semaine les 32 premières pages. Donc un garçon et une autre fille qui sont en fait qui ont fait une école d'art et qui maintenant peignent. Ils ont des commandes. Alors il y en a une qui est allée en Russie, qui revient de Russie pour faire un stage de peinture. Et il y en a une autre qui est engagée pour faire une fresque et une autre qui peint du marbre, de faux marbre dans un immeuble destiné à des manias du pétrole. Voilà. Donc j'en suis là et se réunissent dans un café. Alors ça fait un petit peu par rapport au livre sur Oradour où il y a aussi des gens qui se réunissent dans un café pour raconter leur ancienne vie. Ce livre-là, ça me fait penser un peu, c'est un peu quelque chose qui est en commun avec l'autre livre. Voilà. Alors ici, maintenant, j'ai lu entièrement, voilà, Mélinotombe, les prénoms épicènes. Alors je les lis toujours entièrement, chaque fois qu'ils paraissent, parce que c'est, je sais pas s'il y a une ressemblance, je sais rien. Cousine généalogique ou 10e degré ou quelque chose comme ça. Elle a 2 générations en dessous de moi, bien qu'elle soit née 12 ans. Elle est 12 ans plus jeune que moi, mais elle est deux générations en dessous par rapport aux ancêtres communs qu'on a. Voilà. Qui s'appelle Jean de Worm oh, je sais plus, Katharina Uvik, je crois, quelque chose comme ça. Alors c'est sur ma branche, sur la branche que j'ai sans peur et sans reproche, sur ma branche sans peur, qui est déjà la branche de ma trisaïeule. Et du côté, ensuite, il y a une Orman, etc. Et c'est sur cette branche-là qu'on trouve ses ancêtres de Worm et Uvik. Ce sont des Flamands, des Belges. Voilà. Et donc, je suis pas japonaise du tout, non. D'ailleurs, elle n'est pas japonaise non plus, hein, mais ne tombez pas, elle n'est pas japonaise. Elle a des parents belges qui ont travaillé au Japon et elle est née alors qu'elle travaillait au Japon, donc elle est née au Japon, mais elle n'est pas japonaise. Voilà. Donc ensuite, elle a vécu au Japon jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc Mélinotombe, les prénoms épicènes. Alors, les prénoms épicènes, il s'agit de... Donc Mélinotombe est belge, mais elle vit à Paris. Les prénoms épicènes, ça veut dire que ce sont des prénoms comme le mien. Je m'appelle Dominique, voilà, il y a Dominique aussi dans le livre, c'est l'une des héroïnes du livre. Et donc il y a aussi Claude, qui sont des prénoms épicènes, parce que Claude peut être un garçon ou une fille. Dominique peut être aussi un garçon ou une fille. C'est des prénoms qui étaient très courants dans ma génération. D'ailleurs, on voit que là, les gens sont jeunes. Enfin, ils se marient depuis les années 70, comme nous.
Donc ce sont des gens de ma génération, là c'est Dominique et Claude, mais pas du tout le même milieu. Donc voilà, puisque cette, disons que, c'est ce, comment, au début du livre, on a Reine et, je crois que c'est Reine et Claude. On ne sait pas que c'est Claude, voilà. Donc mais Reine et Claude sont très amoureux l'un de l'autre et Reine annonce brusquement à Claude qu'elle va le quitter pour se marier avec un certain Jean-Louis qui est à Paris et qui a fondé une entreprise à Paris, voilà. Et donc Claude va se retrouve seul. Ensuite, on passe dans un autre chapitre où on a une certaine Dominique, donc une fille cette fois-ci, qui rencontre un homme dans un café. Et cet homme lui propose tout de go de l'épouser. Elle est très surprise. Bon. Et elle essaie de s'en dépêtrer et de ne plus le revoir. Seulement à un moment, elle décide quand même de le revoir. Il lui offre un parfum. C'est ce parfum dont elle s'asperge quand elle est seule dans sa salle de bain qui la rend totalement amoureuse de lui. Et donc cette Dominique va se marier avec ce personnage qui s'appelle Claude. Voilà. Donc là, vous avez un peu compris que c'est le Claude en question qui décide de fonder Alors elle travaille dans une société. Dans une société, elle fait du courrier import-export. Et ce Claude dit qu'il va faire qu'il travaille justement dans une autre filiale de la même société, qu'il va fonder la filiale de cette société à Paris. Bon, elle a saisi l'occasion et elle met le nom de cette société et fonde effectivement une filiale. Il a beaucoup de succès, ça marche très très fort et il se marie avec Dominique. Il a du mal à avoir un enfant au début, il n'est pas du tout content et voilà que Épicène naît. Alors comme ils ont tous les deux des prénoms épicènes, Dominique et Claude, ils décident d'appeler leur fille par un prénom épicène et elles ne trouvent rien de mieux que épicène. Ils ont du mal à le faire accepter l'état civil, mais ils y arrivent. Et donc leur fille épicène, voilà. Alors elle grandit dans un quartier pas trop chic, dans une rue pas trop chic, un peu commerçante, seulement avec la place des Victoires pas loin, qui est une place chic. Et son père lui dit surtout ne dis jamais dans quelle rue on habite. Si on te demande où tu habites, tu dis j'habite près de la place des Victoires. Et ensuite, parce que la place des Victoires c'est chic, mais leur rue à eux n'est pas chic. Et la fille, elle pense que son père est très bourgeois, mais elle aime sa mère. Et son père ne l'aime pas en fait. Et dès la naissance, il manifeste une aversion pour sa fille et une indifférence manifeste. On ne sait pas pourquoi, voilà. Et donc, Épicène grandit. Elle va dans l'école primaire, elle se fait une amie maghrébine qui s'appelle Samia. Et elle est très très amie avec Samia, c'est vraiment la très grande amitié. Et bon, sa mère, d'accord avec cette amitié, mais son père n'est pas trop d'accord, mais ne dit rien au début. Et donc, mais à un moment, elle veut déménager. Elle était dans un quartier chic, donc elle change de rive de la Seine. Alors là, il y a un très beau passage où Samia et Épicène se demandent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la Seine. Elles vont au bord de la Seine, elles regardent parce qu'elles sont surprises que c'est pas la même chose de l'autre côté. En fait, elles n'ont jamais traversé la Seine. Et donc, Épicène rentre au collège en même temps qu'elle déménage. C'est un peu comme moi. Moi, j'habitais dans une ville. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi, j'habitais dans une ville quand j'étais petite et j'allais à l'école primaire dans l'autre ville. Et il n'y avait pas de frontière entre deux, mais il fallait passer une frontière qui était au milieu d'une rue comme ça. Il y avait une rue qui était dans les deux villes. Cette rue qui était dans les deux villes, elle était à quelques mètres de chez moi. Enfin quelques maisons de chez moi,
Et je traversais cette rue et j'étais dans la ville où j'avais mon école. Et ensuite, quand j'ai déménagé, à l'âge de 10 ans, je suis allée en 6e, et je suis partie dans l'autre ville, et pas loin d'ailleurs, on a déménagé de 800 mètres de distance entre les deux maisons, mais j'ai changé de ville. Et quand j'ai changé de ville, je me suis retrouvée à l'école dans l'autre ville, qui était plus grande d'ailleurs. La première ville où j'habitais était plus grande, mais l'école primaire était plus calme et plus intéressante dans la petite ville qui était accolée à côté. Donc j'allais à l'école primaire dans la ville d'à côté. Et ensuite, j'ai été au collège, lycée, dans la ville, dans la grande ville, où j'habitais quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai été en 6e dans la ville où j'habitais avant. Et par contre, j'ai déménagé pour la ville où j'avais été à l'école primaire. Je trouvais ça très amusant d'ailleurs. Je disais, tiens, c'est marrant. Moi, avant, j'habitais là et j'allais à l'école là. Et maintenant, j'ai changé. J'habite dans l'école où il y avait mon école primaire et je vais à l'école dans l'autre ville. Et bon, enfin bon. Donc là, il y a le changement pour Épicène. Elle arrive au collège, mais dans un collège chic, puisque c'est de l'autre côté de la Seine. Et là, elle ne s'entend pas du tout avec ses amis. Elle continue à voir sa mère comme amie. Et elle lui téléphone à longueur de journée. Il y a des factures de téléphone exorbitantes. Le père se demande d'où ça vient. Et se rend compte que c'est sa fille qui téléphone beaucoup. Et un jour, c'est lui qui décroche et il dit à Samia, ah oui, c'est toi, Samia la Marocaine. Bon, il y a du racisme chez le père. Et elle lui dit... ah oui, ton père est épicier, c'est toi l'épicier de la rue où on habitait avant. Elle m'a dit non, mon père n'est pas épicier. Mais elle est très très vexée et elle décide de ne plus parler à Épicène. Et voilà, l'amitié Épicène-Samia est terminée. Alors Épicène en veut beaucoup à son père parce qu'il a fait chuter son amitié. Et comment sa mère la console en disant de toute façon si sa mère ne veut plus parler, c'est qu'elle n'était pas vraiment ton amie. Sinon, elle continuerait à te parler. Et voilà. Alors, sa mère veut chercher d'autres amis pour elle. Et c'est son père qui insiste pour qu'elle devienne amie avec les filles Cléry, qui sont plus grandes qu'elle. Elle est en 5e et les filles Cléry sont en 4e, en 3e. Et donc, il insiste pour que sa femme rencontre Madame Cléry, parce que lui, il veut rentrer en relation avec Monsieur Cléry. Et donc, Monsieur Cléry, qui est quelqu'un de très important pour lui au niveau des affaires. Et si elle arrive à devenir l'amie de Madame Cléry et la fait rentrer chez les Cléry, Claude pourra monter un petit peu dans la haute société et se faire connaître davantage. Donc, il utilise sa femme en fait et les réunions de parents du collège où il envoie sa femme pour essayer d'entrer en contact avec Madame Cléry. Mais voilà. Alors c'est assez cocasse parce que là il y a une fille en 5e, la Épicène est en 5e et les filles Cléry sont en 4e, l'une d'entre elles est en 3e l'autre. Et voilà qu'à la réunion de parents, elle arrive à entrer en contact, elle repère tout de suite Madame Cléry, à sa façon d'être, etc. Elle arrive à entrer en contact avec elle, seulement une autre dame qui arrive et qui coupe la conversation. Alors voilà, elle est très embêtée, elle n'a pas pu vraiment faire amitié avec elle. Ensuite, voilà, ça se passe comme ça. Il se passe une année complète parce qu'il n'y a pas de réunion de parents avant 1 an. Et elle rencontre Madame Cléry à nouveau l'année suivante, donc elle n'a plus qu'une fille au collège, forcément, puisque l'autre est montée en seconde, sans doute. Hein. Donc elle a une fille en 3e, et sa fille, elle, est en 4e. Et il y a la prof de latin qui est enchantée des résultats d'Épicène, parce qu'Épicène a toutes les notes, la plus basse note qu'elle a, c'est 17 dans toutes les matières, et sinon elle a 18-19 en latin, et pas de problème. Seulement... Et elle n'est pas contente du tout parce qu'Épicène ne parle à personne et elle dit c'est de votre faute madame, etc. Il faut envoyer votre fille chez un psychologue parce que votre fille ne parle à personne et tout ça. Et la mère d'Épicène sort en pleurs, donc Dominique, qui s'appelle Dominique comme moi, sort en pleurs
elle sort en pleurs de cette réunion de parents, de cette classe, et elle est consolée par Madame Cléry, voilà. Donc, et Madame Cléry et elle deviennent amies. Et un jour, Madame Cléry lui révèle son prénom, elle s'appelle Reine. Alors là, vous commencez à comprendre que Reine, c'est la femme de Jean-Louis que Dominique avait aimé, non, que Claude, attendez, j'en sais plus. Ah non, Reine, pardon, mais non, c'est la femme de Jean-Louis, donc, et c'est Reine que monsieur, je sais pas son nom, enfin bref, il s'appelle Guillaume, je crois, de nom de famille, donc que Claude avait aimé dans sa jeunesse. Et il avait été très fâché que Reine soit partie. Et donc Reine, c'est celle qui a épousé Jean-Louis, qui a eu beaucoup de succès. Et donc, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ni l'un ni l'autre. Et Dominique réussit à faire entrer Jean-Louis, non pas faire entrer Jean-Louis, à faire entrer Claude dans la sphère de Reine et de Jean-Louis, parce qu'elle réussit à se faire inviter par Reine avec son mari, mais Reine n'est pas du tout contente de voir l'invité. Bon, elle les trouve peut-être pas à leur niveau social, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais Reine n'est pas du tout contente de les inviter à une soirée, mais elle les invite quand même, et elles vont à la soirée. Seulement un moment, pendant la soirée, Dominique s'aperçoit que son mari n'est plus dans la salle, et Reine non plus. Et elle cherche après lui, et elle le trouve en conversation avec Reine. Et il parle d'elle, et c'est là que Claude, ils sont amoureux l'un de l'autre, hein, ça se voit, et c'est là que Claude parle de Dominique en disant qu'il l'a épousée parce que c'était une femme quelconque et qu'elle était belle, et que par conséquent elle pouvait briller en société parce qu'elle était belle, mais comme elle était seulement belle, elle ne pouvait pas le gêner, disons, c'était quelqu'un qui lui convenait pour justement lui permettre d'entrer dans la haute société. Et c'est uniquement pour ça qu'il l'a épousée et pas par amour pour elle. Et il parle d'Épicène, et il dit que non, qu'il n'aime pas Épicène. Et donc, entendant cela, Dominique rentre chez elle avec une Mini Cooper que lui a fait Reine d'ailleurs, parce que Reine est très riche, elle se permet d'offrir des voitures. Et donc, elles repartent à Brest, qui est leur lieu d'origine. Et Dominique demande le divorce de Claude. Seulement, voilà, quelques temps après, Claude est complètement... elle retourne chercher aux affaires, et elle s'aperçoit que la maison est mal rangée, qu'il fait n'importe quoi dans la maison, que tout est sans dessus-dessous, et que lui-même est devenu presque une épave. Et donc, elles ne prennent pas pitié du tout. Elles rentrent à Brest, elles ont demandé le divorce, elles vont jusqu'au bout. Et peu de temps après, et Épicène, qui est rentrée au lycée à Brest, se trouve très très bien. Elle se trouve vraiment, elle est heureuse, elle est vraiment heureuse, et de plus être dans ce milieu parisien. Elle a à nouveau des amis, elle parle à nouveau, etc. Par contre, le père a un cancer du poumon, et il appelle sa fille à son chevet, et il parle un petit peu avec sa fille. Et c'est à ce moment qu'il se passe une chose très très cruelle. Bon, sa fille qui se rend compte qu'il sait qu'il les a utilisés toutes les deux. Et elle avait déjà envie à l'âge de 10 ans de tuer son père. Et cette fois-ci, elle débranche carrément l'appareil qui lui permet de respirer. Pendant le temps, elle le voit mourir, et ensuite elle appelle les infirmières, elle rebranche, elle appelle les infirmières, et dit que voilà, que son père
est mort. Elle constate qu'il y a une interruption de courant, mais elle ne savait pas que c'est elle qui a débranché. Donc en fait, elle a tué son père et elle est presque heureuse de l'avoir tué. Et c'est ça qui est terrible dans ce roman. Voilà, ça se termine en gros comme ça. Et elle rentre à Brest, voilà. Mais elle a fait l'acte qui lui permettait à elle de se venger pratiquement de ce père, quoi. Voilà. C'est bon, au niveau psychologique, c'est intéressant parce que c'est un peu l'histoire de tuer le père. C'est-à-dire, moi je me demande si Amélie Nothomb n'a pas eu des problèmes comme ça avec ses parents quand elle était jeune, qu'elle n'a pas eu envie de tuer ses parents ou de tuer son père, parce qu'elle a toujours dit que ses parents c'était des nobles et qu'elle n'aimait pas la noblesse. Bon, et puis elle aimait beaucoup sa nounou du Japon. Comment elle a toujours eu l'air de dire qu'elle n'aimait pas la noblesse, mais on ne sait pas trop si c'est autobiographique ou pas, il faudrait lui demander. Alors Ménilon tombe, ah oui, je vous ai dit, c'est ma cousine au 10e degré, hein. Bon, voilà. Par mon père. Oui, par mon père, oui. Par le père de mon père. Voilà. J'ai peut-être plusieurs branches, d'ailleurs d'autres branches qui sont communes avec elle, je sais pas. Là, c'est pas une branche, c'est la. Et alors, par le père de mon mère et père de mon père et sa mère à elle. Donc, c'est pas par sa branche Nothomb. Voilà. Voilà, donc. Je voulais dire, c'est un peu aussi une critique de la bourgeoisie, ce livre. C'est-à-dire que c'est une critique de la vie bourgeoise. Cette fille qui n'accepte pas la bourgeoisie de ses parents, c'est peut-être Amélie Nothomb elle-même qui n'a pas accepté la noblesse et la bourgeoisie de ses parents, le milieu dans lequel elle vivait, quoi. Voilà. C'est ce que je pense un peu. Mais à notre époque, on était tous un peu comme ça, c'est-à-dire que quand on avait des parents très sévères, très, disons, un père très autoritaire, on était tous un peu opposés, disons, c'était la société, ça, les jeunes des années 60-70, on était un peu opposés à cette société de consommation. On voyait nos parents entrer dans la société de consommation. On était un peu opposés à cette société de consommation, qu'on appelait Konsumgesellschaft en allemand. Et c'était vraiment disons que c'était un peu ce qui a fait la contestation des années 60-70, c'est ça, qu'on était très... disons qu'on disait les parents s'embourgeoisaient, voilà, on parlait d'embourgeoisement, on était comme ça, et puis on voulait, nous, rester plus libres que les parents, quoi, puis mener une vie moins bourgeoise, plus libre. C'est vrai que j'ai une vie beaucoup moins bourgeoise en ce moment, vous voyez l'état de ma maison, mais bon, voilà. Voilà, je voudrais rajouter une chose quand même un petit peu à ce que je viens de dire par rapport à la société de consommation, c'est que maintenant, et c'est peut-être aussi une critique de la société actuelle, on recrée des entreprises. Et cette histoire de créer des entreprises, c'était pas tellement l'affaire des années 60-70. On avait effectivement des pères qui montaient en grade et qui achetaient de plus en plus de choses pour la maison, mais on était quand même assez simple par rapport à la société actuelle. Et je dois dire que à propos de cette société de consommation, on a toujours cette histoire de créer des entreprises. Par rapport à l'université, par exemple, on fait des actions, on fait des cours spéciaux pour les gens qui veulent se mettre à leur compte, créer leur entreprise, etc. Donc on explique aux étudiants comment ils doivent faire, etc. C'était pas du tout notre époque, ça. Nous, notre époque, on faisait des études littéraires ou scientifiques ou juridiques ou médicales, mais on ne nous disait pas, voilà, vous allez créer votre entreprise comme ci et comme ça, alors que maintenant on pousse carrément les jeunes à créer des petites entreprises. Et donc voilà, ça c'est un petit peu aussi l'histoire de monter à Paris, créer son entreprise. Enfin, on ne monte plus à Paris pour créer son entreprise, mais je veux dire que c'est quand même
quelque chose d'assez actuel. Et c'est peut-être aussi un rejet de cette... il faut voir peut-être aussi dans ce livre un rejet de cette... bon, c'est Camille Nothomb écrit contre les entreprises japonaises, mais disons contre cet esprit d'entreprise. C'est peut-être aussi un rejet, effectivement, de cette comment on appelle ça, entrepreneuriat, entreprise, etc. Ça, même en sciences de l'éducation, vous allez apprendre, vous aurez une UE où vous allez parler de l'entrepreneuriat, l'orientation des élèves, etc. Voilà. Et donc, je crois que il y a un peu un rejet de ça, de cet entrepreneuriat, qui se manifeste un peu dans ce livre, car le père ici, autant Jean-Louis que Claude, sont des représentants de cet entrepreneuriat. Voilà, la prochaine fois.